Merci beaucoup, Sarah. Merci de nous avoir invités. Je suis très honorée de pouvoir présenter ce webinaire qui a été créé par ma directrice, ma superviseure, Dr Dacosta, qui est présente pour aussi répondre à vos questions à la fin. Alors, on va commencer par la santé mentale pendant la période périnatale. Même si la grossesse et la transition vers la parentalité, ce sont des moments qui sont très attendus, souvent associés à des émotions positives pour les femmes enceintes et les nouveaux parents. Des difficultés liées à la santé mentale peuvent survenir pendant cette période-là périnatale. Donc, on considère comme allant de la grossesse à la première année suivant la naissance de l'enfant. Des études réalisées auprès de mères, personnes accouchantes, pardon, qui ne vivent pas avec le diabète ont démontré donc des prévalences des problèmes liés à la santé mentale pendant la période périnatale, tels que des taux de dépression qui peuvent aller de environ 7% à 13%, de l'anxiété qui peut aussi toucher jusqu'à 20% de ces femmes-là. Pour vous donner un petit peu une idée, si jamais vous n'êtes pas au courant des symptômes de dépression, on peut, pour vous voir aussi si vous en avez ou pas, on n'espère pas, mais en tout cas dans les symptômes de dépression, ce qu'on peut trouver, c'est une perte d'intérêt pour les choses qu'on aime habituellement faire, la tristesse, l'irritabilité, mais aussi des changements dans les sentiments qui peuvent avoir beaucoup de sentiments de vide, une incapacité à apprécier les choses, du désespoir, une perte d'estime de soi, beaucoup de sentiments de culpabilité et aussi des pleurs qui surviennent un peu de manière inexplicable. L'anxiété, c'est un petit peu différent parce que là, on va avoir plus l'accent sur les peurs qui vont être excessives, beaucoup d'inquiétude, la crainte, du danger, de l'irritabilité, un sentiment d'être à cran sur le qui-vive tout le temps, mais aussi ça peut se traduire par des symptômes physiques comme des tremblements, de l'agitation, de la difficulté à se concentrer ou des fois simplement d'avoir l'esprit d'un coup complètement vide, aucune pensée qui arrive, d'être essoufflé, un sentiment d'étouffement ou alors le cœur qui bat très vite. Donc ça, c'est pour les autres types de symptômes. Alors, la planification de la grossesse et la période périnatale peuvent être des moments particulièrement propices à l'anxiété, à la dépression, mais aussi à la détresse liée au diabète. Donc, malheureusement, les recherches sont très limitées encore aujourd'hui sur ce sujet-là. Et la nécessité d'identifier les besoins associés au bien-être émotionnel et mental des femmes, personnes accouchantes vivant avec le diabète, mais avant, pendant et après la grossesse, mais aussi trouver des moyens pour comment les soutenir, devrait devenir et est une priorité de recherche absolue à faire en ce moment. On a plusieurs études qui suggèrent que les taux de dépression et d'anxiété pourraient être plus élevés chez les personnes vivant avec le diabète prégestationnel, donc celles qui meurent avant la grossesse, par rapport à celles qui vivent sans diabète. On parle de taux de dépression et d'anxiété qui peuvent atteindre 40%, mais on aurait besoin de plus d'études pour confirmer ces chiffres parce que les méthodes qui ont été utilisées dans les études qu'on a vues jusqu'à présent, on voit qu'il y a des différences dans la manière de mesurer. Parfois, c'est mesuré au début ou à la fin de la grossesse ou pendant la période postnatale. Donc, les comparaisons sont un petit peu compliquées pour pouvoir affirmer un tel chiffre. On a aussi d'autres contraintes de méthode qu'on a pu observer entre ces premières études sur le sujet, comme des outils d'évaluation de santé mentale qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, ça fait que c'est un petit peu compliqué d'avancer des chiffres, mais on a quand même une idée que ce serait supérieur aux personnes qui n'ont pas de diabète. Il y a aussi des suspicions de risque accru de détresse liée au diabète. Alors, il faut savoir que la détresse liée au diabète est différente de la dépression et l'anxiété que je vous ai décrit les symptômes un peu tout à l'heure. En fait, elle va se développer, elle, par des inquiétudes persistantes, de la frustration, de la colère et de l'épuisement liés à la gestion du diabète. Mais on a mis un point d'interrogation ici parce que les quelques études disponibles présentent des résultats incohérents. Pour donner un exemple, on a une étude qui a été menée en Australie qui a révélé un taux de détresse élevé pour environ 64% des femmes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2, mais qui avaient accouché au cours des 12 derniers mois. Et une autre étude, elle, a montré plutôt que des taux autour de 24%, mais elle était réalisée auprès de femmes enceintes vivant avec le type, non, euh,
Donc, c'était des taux qui, on trouvait, qui étaient similaires à ceux qui n'étaient pas enceintes, donc qui vivaient avec le diabète de type 1 ou de type 2. Donc, on ne voyait pas de différence entre le fait d'être enceinte et pas enceinte. Donc, c'est pour ça que ces chiffres-là, on ne peut pas vraiment les affirmer pour le moment. On a des doutes, mais on n'est pas sûr. Il faudrait faire encore plus d'études sur le sujet pour vérifier. Donc, la santé mentale et la parentalité précoce, donc qu'on définit par les premières années suivant la naissance du bébé. Donc, l'Office mondial de la santé définit cette période comme allant jusqu'à 8 ans. Mais la grande majorité des études qu'on trouve qui ont été menées auprès de la population générale, donc ne vivant pas avec le diabète, ont été menées seulement pendant la période postnatale allant de 2 mois à 12 mois du bébé. Donc, et peu d'entre elles vont au-delà de 1 an. Donc, dans ces études en général, on trouve une forte proportion de femmes, personnes accouchantes, qui continuent de ressentir les symptômes d'anxiété et de dépression après la période. Mais comme dit, elles ne vont pas au-delà de 1 an. Il y a une étude longitudinale canadienne qui va jusqu'aux 8 ans de l'enfant et qui a révélé un taux d'anxiété et de dépression qui variait de environ 19% à 4 mois de l'enfant jusqu'à 26% à 8 ans. Et 9% ont ressenti de l'anxiété ou de la dépression à au moins 3 moments différents de l'étude, ce qui indique que les symptômes sont persistants. Donc la persistance des symptômes, ben, ça souligne l'importance d'avoir un dépistage précoce et aussi un accès au traitement et, si possible, de la prévention. Donc, concernant les pères, bon, ben, les hommes partenaires non accouchants peuvent également être plus à risque de développer des problèmes liés à leur santé mentale. On trouve une prévalence chez les hommes partenaires non accouchants ne vivant pas avec le diabète. Pendant la période périnatale, ça peut aller de la dépression allant de 8 à 10% et de l'anxiété jusqu'à 11%. Mais ce qu'on voit aussi ici, c'est que la transition vers la parentalité, c'est un domaine encore qui est peu étudié aussi auprès des hommes vivant avec le diabète. Alors, pourquoi la santé mentale est importante à cette étape de la vie dans un contexte lié au diabète? Bah, déjà, on sait qu'un bien-être émotionnel altéré peut interférer avec l'autogestion du diabète, notamment par moins d'engagement dans l'autogestion quotidienne du diabète, une surveillance glycémique qui peut être plus difficile et une augmentation du risque de complications à long terme. Mais aussi de manière générale, la santé mentale est importante à tous les stades de la vie, mais une dépression et de l'anxiété non traitées pendant la période postpartum vont avoir des effets néfastes, avec notamment une augmentation du risque de refaire encore des dépressions d'anxiété dans les années à venir, et aussi avoir un impact sur le partenaire qui va lui aussi être plus exposé au risque de dépression lorsque un des partenaires est déprimé. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est quand les parents font face à la dépression, ils vont être moins disponibles psychologiquement, on va avoir du mal à communiquer l'un avec l'autre, à superviser et à être cohérent dans la discipline, avec la discipline parentale et l'éducation. Donc, reconnaître et identifier de manière précoce les défis psychosociaux entourant la détresse liée au diabète et sa prise en charge rapide peut avoir un impact positif sur l'ensemble des comportements qui consistent à prendre soin de soi, ce qui peut contribuer à un meilleur bien-être émotionnel général, qui contribue à une meilleure surveillance glycémique et ensuite, en même temps, à prévenir les complications du diabète à long terme. Donc, par rapport aux défis psychosociaux dans un contexte de parentalité précoce et de vie avec le diabète, une étude qualitative menée en Suède auprès de 23 nouvelles mères atteintes qui vivaient avec le diabète de type 1 en postpartum a identifié des difficultés avec l'allaitement, donc une impossibilité de mettre en place l'allaitement ou une quantité insuffisante de lait maternel peut renforcer des sentiments de pression, culpabilité, de ne pas se sentir à la hauteur et aussi accentuer le stress. De l'incertitude et de l'imprévisibilité liées aux soins d'un nouveau-né, tout en gérant le diabète, qui va se traduire par des difficultés pour les parents à concilier leurs tâches de gestion du diabète et les responsabilités parentales en même temps. Et des inquiétudes quant à la perte du soutien professionnel qui était présent pendant la grossesse. Donc, on peut voir que la santé mentale et la détresse liée au diabète constituent des thèmes vraiment importants.
Alors, concrètement, les défis psychosociaux vont consister à surveiller sa glycémie tout en répondant aux exigences quotidiennes liées à la parentalité, peuvent contribuer à l'anxiété et au sentiment de culpabilité. Gérer en même temps le double rôle de parent et de vie avec le diabète peut être très éprouvant. Cette phase précoce de parentalité est décrite comme une période de redéfinition, de réadaptation à la vie avec un nouveau-né dont il faut prendre soin tout en continuant à gérer le diabète. Donc, on entend bien que ça peut créer beaucoup, beaucoup de stress. Le rôle de parent, c'est un rôle qui est à la fois complexe, souvent peu familier, surtout quand on attend notre premier enfant. Et pouvoir trouver des repères et du soutien auprès de son entourage, c'est vraiment très important. Et on comprend qu'en l'absence de soutien, peut apparaître aussi des sentiments d'isolement et de solitude. Voici une citation qui illustre un peu ce sentiment d'isolement qu'on peut ressentir et l'importance du soutien d'autres mères qui vivent avec le diabète. Par exemple, cette maman nous dit j'ai dû faire des promenades avec des mamans en bonne santé, donc qui n'avaient pas de diabète. Ce qui était assez étrange, nos situations, nos expériences étaient si différentes, alors je me sentais assez seule. Un groupe de soutien pour le diabète me serait vraiment utile. Ça traduit un besoin d'être avec des personnes qui nous comprennent, qui voient de quoi on parle, sans qu'on a besoin de tout expliquer en détail. Des choses qui reviennent souvent. Alors, comment on peut prendre soin de soi pendant cette période qui peut être très éprouvante, comme on l'a vu, qui est importante. Docteur Dacosta essaie de compiler pour vous des stratégies pour prendre soin de votre santé mentale que je vais vous présenter. Donc, c'est des stratégies que même si vous n'avez pas de jeunes enfants, elles peuvent vous aider à améliorer votre bien-être et votre santé mentale à tous les stades de la vie. Donc, ici, il y a un certain nombre de stratégies, mais par manque de temps, on va aborder surtout celles qui sont en gras. Donc, en fait, on va essayer d'aborder celles où on doit apprendre à dire non. Pas évident, mais c'est déjà une première étape, apprendre à dire non. Rechercher du soutien, on l'a vu que c'était important. Les techniques de relaxation, le sommeil, les pensées et la nécessité de prioriser du temps pour vous, qui est encore un autre aspect pas évident à mettre en place. Alors, notez qu'il n'y a pas de solution universelle, hein, on vous donne des idées comme ça. Il faut que vous teniez compte aussi de votre situation, des différences de situation dans laquelle vous êtes. Il y a certaines stratégies que vous pourrez mettre en place dans certaines situations, mais qui ne marcheront pas forcément aussi bien dans d'autres. Aussi, il faut prendre en considération les différences selon la personne. Alors, regardez en fonction aussi de ce qui vous plaît, de ce que vous sentez qui fonctionne le mieux pour vous parce que certaines stratégies fonctionnent plus pour une personne que pour d'autres. Mais en tout cas, ça nécessite d'essayer. Parfois, ça nécessite un peu plus de pratique. On essaye, puis on recommence. Mais surtout, ça nécessite pour vous de faire un suivi, d'être à l'écoute un petit peu de votre expérience. Vous expérimentez ces outils, puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas bien comme ça, vous l'ajustez et vous essayez d'en faire des outils qui fonctionnent bien pour vous. Alors, la première stratégie, donc apprendre à dire non. Ça, c'est pas facile, c'est pas toujours simple. C'est aussi, premièrement, s'autoriser soit à dire non. Donc, d'où ce qu'on vous donne un petit peu comme piste, un petit peu à explorer, c'est de vous fixer des limites. Donc, apprendre à dire non, c'est pas évident, mais quand on sait déjà, quand on évalue à l'avance, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'on l'évalue de manière un peu plus objective, ça nous donne plus de courage pour refuser certaines tâches parce qu'on se donne la légitimité d'être capable ou non de les faire. Donc, on se fixe des limites en fonction de ce qu'on est capable de gérer et on n'en prend pas plus. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance dans l'acceptation sociale, à vouloir être accepté, à vouloir dire oui. On prend un temps, on sait qu'on n'est pas obligé de dire oui. Donc, avant ça, on détermine un petit peu qu'est-ce qui est important. Il y a des choses pour lesquelles on est plus motivé que d'autres. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos limites en termes de temps, d'énergie et d'autres responsabilités qu'on a aussi à gérer? Et on a tout à fait le droit d'évaluer ça pour soi et de refuser ce qui est au-delà de nos capacités. Le soutien. Alors, on a vu que c'était très important, le soutien, mais alors qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, le soutien, c'est le réconfort, les soins et les services que vous obteniez de la part des différentes relations dans votre vie.
Ça peut être des choses pratiques comme faire les courses, garder les enfants pendant que vous faites une course ou vous vous occupez de quelque chose d'autre. N'hésitez pas à compter sur votre réseau de soutien, donc il y a votre partenaire, famille, amis, pour obtenir de l'aide. Parfois, on est gêné de demander, mais souvent, on se rend compte que les gens, ben, ils aiment bien être utiles, ils aiment bien rendre service. Donc, surtout, de ne pas hésiter à les solliciter, de ne pas être gêné de demander de l'aide. Parler de vos sentiments et de vos inquiétudes, ça peut aussi aider à faire en sorte que les personnes vont s'identifier à vous et vont vouloir vous offrir du soutien par eux-mêmes. Ou alors aussi communiquer clairement vos besoins. Au pire, ils diront non. Donc ça, si eux aussi ont appris à dire non dans la première étape, ils diront non. Mais si on ne demande pas nous, ben, c'est se manquer une opportunité, une chance d'être soutenu. Et c'est comme si on se disait non à nous-mêmes. Alors voici un extrait de l'article de Kerry Sparling dans son article On Being a Parent with Diabetes que j'ai traduit pour vous. Donc, elle dit dans son article, les groupes de parents sont juste formidables pour aider les jeunes parents à trouver leur façon de faire. Pareil pour les groupes de parents diabétiques, c'est spécifique et c'est nécessaire. Quel autre groupe pourrait aussi bien vous comprendre quand vous admettez avoir dû voler la brique de jus de vos enfants pour traiter votre hypoglycémie? Trouvez des personnes qui voient de quoi vous parlez. Permet de réduire les inquiétudes liées au diabète. Donc, c'est ce qu'on appelle le soutien par les pairs. Donc, ce sont des personnes qui vont partager le même type d'expérience et qui peuvent comprendre ce que vous vivez. Ils sont importants parce qu'ils vous permettent de créer un sentiment d'appartenance si vous n'en avez pas encore, ou de le cultiver. Ça peut être un groupe de soutien en ligne pour les nouvelles mamans ou les futures mamans vivant avec le même type de diabète que vous. Ça aide à normaliser les expériences de gestion de diabète et les responsabilités parentales qui arrivent simultanément. Donc, ce qui peut être très rassurant aussi de voir que vous n'êtes pas la seule à vivre ça et de partager d'autres types d'expériences. Partager des expériences et savoir comment d'autres parents vivent avec le diabète, gèrent leur quotidien, ça va vous aider à trouver des solutions qui peut-être vous n'aurez pas pensé et qui sont adaptées à votre situation spécifique. Donc ça, c'est vraiment une source de soutien précieuse que je vous encourage à rechercher si vous ne l'avez pas déjà. Donc, on a d'autres stratégies qui peuvent vous aider. Donc là, on va vous présenter les techniques de relaxation. Donc déjà, la relaxation, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un état de faible stimulation physiologique associé à des sentiments de calme, un sentiment de paix avec soi-même. Il en existe plusieurs formes. On peut avoir la relaxation musculaire, progressive. On peut aussi serrer des choses, relâcher. Donc, ça nous permet de serrer les muscles, relâcher. Il y a aussi plein d'outils de méditation auditive qui vous demandent de fermer les yeux ou avec des imageries guidées où vous allez visualiser des choses. Et tous ces outils-là ben, permettent de produire cet effet de relaxation dans votre corps. Ça va aider à réduire le stress et la tension de manière générale dans votre corps, mais aussi dans votre vie et ça va améliorer votre bien-être émotionnel. Alors voici les bases communes de toute pratique réussie en technique de relaxation. Donc en général, pour que ce soit optimal, sa durée devrait être entre 15 et 20 minutes dans un environnement calme, dans une attitude plutôt passive. Et la pratique régulière peut vous aider à améliorer et à préserver votre bien-être général et à mieux faire face au stress du quotidien. Donc, en mettant en pratique en dehors du stress, le moment où vous êtes stressé, vous allez pouvoir recourir à ces techniques-là plus facilement pour vous ramener dans un état de calme. Alors ça, c'est les recommandations. Maintenant, si vous ne vous dites pas que si vous ne pouvez pas faire 15 minutes, vous n'allez pas le faire. L'important, c'est de commencer étape par étape. Si vous faites déjà 1 minute, c'est bien. Ensuite, vous allez à 5, 10, 15, tranquillement. Vous allez à votre rythme. Vous instaurez tranquillement une routine qui est confortable pour vous. C'est mieux que de se dire, ah non, je ne peux pas 15 minutes, c'est trop. Donc, le mieux d'y aller tranquillement à votre rythme que de ne pas le faire. Et il existe des bonnes applications qui peuvent vous aider si jamais. Celles-ci qu'on a sélectionnées sont bilingues, donc elles sont pas anglophones, mais elles ont aussi une possibilité de l'avoir en français.
Alors, une stratégie avec ça, parce que c'est des fois, ça peut être rebutant de se dire, OK, 15 minutes, qu'est-ce que je fais? C'est déjà d'en commencer par une. Apprenez une technique de relaxation, de respiration. C'est souvent les plus faciles à mettre en place. Je pense que certaines en ont peut-être déjà appris dans les cours prénatales pour préparer à la grossesse. Donc ça peut être des choses qu'on peut garder. Donc, respiration abdominale, c'est quoi? C'est on respire par le ventre profondément, le plus possible en gonflant son ventre et on contracte au moment d'expirer, de recharger l'air de son ventre. Donc, cette technique a montré que ça produisait rapidement un effet de relaxation dans tout votre corps. Et ce qui est pratique avec ça, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Une fois que vous l'avez apprise, vous pouvez la faire n'importe où, au travail, et personne remarque que vous êtes en train de la faire. Ça, c'est vraiment celle qui est la plus simple. Et donc, je vous ai mis un exemple de celle que moi, je pratique en ce moment. Donc, j'inspire 4 secondes, je bloque une seconde, puis ensuite, je vais expirer tranquillement pendant 4 secondes, des fois plus longtemps que 4 secondes, mais l'idée, c'est vraiment d'expirer vraiment tranquillement. Puis, on fait ça plusieurs fois dessus, jusqu'à ce que je retrouve mon calme. Donc, je vous donne ça si jamais ça vous plaît. Ça sera toujours ça de gagner aujourd'hui. Alors, une autre chose qui est importante, c'est le sommeil. Donc, on a mis en premier protéger votre besoin de sommeil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on sait dans le postpartum, les premières années de la vie parentale, le sommeil, c'est quelque chose qui est quand même assez compromis pour les deux parents. C'est pas évident. Mais bon, le sommeil, ça reste quand même une base essentielle pour la santé. Mais entre la famille, les horaires, le travail, les tâches ménagères, ça peut être difficile d'en faire une priorité. Mais il faut le garder en tête, avoir une intention ferme de le garder en priorité, surtout lorsqu'on vit avec le diabète. On a vu que le manque de sommeil peut rendre la gestion de la glycémie plus difficile, que si vous avez passé une mauvaise nuit, votre taux de glycémie peut être plus élevé. Le sommeil ou le manque de sommeil a un impact sur les niveaux de glucose dans le sang et à son tour, le glucose va affecter votre qualité du sommeil. Donc, ça va entraîner un cycle vicieux comme ça. Donc, pour améliorer votre capacité à vous endormir et à rester endormi, déjà, on donne l'intention, la priorité à sa qualité de sommeil. Ensuite, comment on fait? Ben, déjà, il y a des petites techniques comme ça qui sont de respecter un horaire de sommeil régulier. Alors, même pendant les week-ends ou les jours de congé, on va essayer de toujours se coucher environ à la même heure, de garder cette routine-là. Ça évite d'avoir à se recaler, au corps de se recaler à chaque fois entre le week-end et la semaine. Peut-être on ne le sait pas, mais s'exposer à la lumière du jour, c'est aussi un bon truc parce que et ça permet au corps de rester connecté avec le cycle régulier du sommeil, de la lumière et de la nuit. Donc, quand vous êtes chez vous, n'hésitez pas à rapidement le matin ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle ou aller dehors le plus possible. Si vous pouvez, c'est encore mieux. On donne des recommandations par rapport à la sieste parce que la sieste, c'est très tentant hein, quand on est fatigué. On sait que ça peut nous redonner du regain quand on n'a pas assez dormi. Ça peut redonner de l'énergie. Elle aide avec la fatigue à court terme, donc ça peut être très tentant, mais on voit qu'elle peut aussi contribuer à l'insomnie parce qu'elle peut perturber le rythme normal veille-sommeil. Donc, une petite astuce qu'on donne ici, c'est de faire des courtes siestes, essayer de la faire toujours à la même heure, genre peu après le déjeuner ou en début d'après-midi. Et aussi, si vous faites une sieste, les études montrent qu'il est préférable de ne pas dépasser 30 minutes, donc de faire vraiment des siestes entre 20 et 30 minutes qui correspondent à un mini-cycle. Puis enfin, comme recommandation, essayez d'éviter au maximum de faire des siestes après 15 heures parce que même si ça peut aider pour finir la journée, ça risque de perturber l'endormissement du soir. Il y a d'autres petites choses aussi, des petites astuces par rapport au sommeil qui peuvent améliorer la qualité de votre sommeil. Donc déjà, se créer une routine de détente en fin de journée pour vous préparer votre corps à se préparer à aller dormir. Vérifier un petit peu votre chambre, regardez si c'est un endroit calme, confortable, essayez de le réaménager en ayant ça en tête, d'avoir
un espace qui est propice au sommeil, qui est pas très bruyant, ou peut-être avoir une chambre qui donne pas sur la rue, de faire un endroit vraiment où il est agréable de se reposer. S'assurer que la chambre est une zone réservée au sommeil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça implique en fait de limiter la chambre aux activités de sommeil et puis aussi à l'intimité. Donc, il est mieux de ne pas regarder la télévision, les réseaux sociaux ou de travailler depuis votre lit ou dans votre chambre. L'idée ici, c'est d'aider votre corps et votre tête à faire l'association que votre lit, c'est pour le sommeil, l'intimité et rien d'autre. Donc, pour réussir cela, le mieux, c'est d'utiliser un autre endroit pour les autres types d'activités comme le travail. Je pense que vous avez déjà entendu avec l'ère des technologies il vaudrait mieux éteindre son téléphone portable et ses autres appareils électroniques. On essaye de passer 30 à 60 minutes sans appareil avant d'aller se coucher. Donc, pourquoi? Bah, déjà, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs vont générer une lumière bleue qui diminue la production de mélatonine, qui est la molécule nécessaire pour dormir et qui va rendre le sommeil, la qualité du sommeil plus difficile, le maintien du sommeil, puis l'endormissement plus difficile. Et on n'en a pas assez. Mais surtout, le fait aussi d'avoir de la stimulation mentale, à ce moment, ben, on va penser beaucoup plus, on va avoir du mal à calmer notre mental pour se mettre dans l'état de repos. Évidemment, si vous éprouvez des difficultés à dormir, à rester endormi, ou si vous vous réveillez fréquemment, ou que vous ne vous sentez pas reposé le matin, il est aussi conseillé d'en parler à votre médecin pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour vous. Alors, avant, avant-dernière stratégie, c'est bah, déjà de changer votre façon de penser. Donc, ça, c'est une stratégie qui nous vient des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, en fait, ça vient du fait que la façon dont on va décrire et interpréter la situation, ça va avoir un impact sur nos sentiments, nos émotions. Donc, l'idée ici, c'est de reformuler nos pensées sur les situations de manière plus flexible et plus réaliste. Parce que souvent, on va avoir tendance à voir le négatif plus que la vision d'ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir amené des arguments à notre esprit pour avoir une vision un peu plus équilibrée du positif et du négatif. On vise souvent la perfection, on se met beaucoup de pression. Donc, en tant que parent avec des jeunes enfants, il faut essayer de se dire, bon, bah, je ne peux pas m'attendre à ce que ma maison soit toujours rangée, le linge s'accumule. Il faut se fixer plutôt des attentes réalistes envers soi-même et envers les autres. Il existe aussi des livres, des applications d'auto-assistance pour vous aider justement, comme Mind Health, qui est aussi en français, ou le site Retrouver son entrain qui va vous expliquer comment faire avec des capsules vidéo puis des exercices pour reformuler vos pensées. Enfin, dans les dernières stratégies, prendre du temps pour soi. Ben, il est courant que les parents fassent passer les besoins des autres, leurs enfants, leurs partenaires, pardon, leur famille et leurs amis avant les leurs. Mais on a tous besoin de temps pour soi. On a tous besoin de faire un break, une pause, de se retrouver un moment avec soi-même, ne serait-ce que 2, 3 minutes, 5 minutes dans la journée. Lorsque vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, votre santé émotionnelle et physique peut en être affectée. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est essentiel. Ça peut aider à retrouver votre énergie, la présence et la positivité nécessaires quand on prend soin d'un enfant et de son diabète en même temps. Essayez de ne pas vous sentir coupable de prendre du temps pour vous. Reformulez vos pensées s'il y en a ici, ça peut être utile. En prenant soin de vous, vous aurez plus à donner à vos enfants. Donc, prendre soin de soi, ça peut être différent d'une personne à l'autre, hein, et même d'un jour à l'autre. Donc, ce n'est pas obligé d'être quelque chose de grand, de grandiose. Ça peut être n'importe quoi qui vous aide à vous relaxer. La clé, c'est d'adopter une routine qui consiste à prendre entre 5 et 15 minutes par jour pour faire quelque chose qui vous aide à vous à prendre une pause et à vous détendre. Et si vous jamais vous avez des idées, vous les partagez avec les autres dans le chat, n'hésitez pas, ça peut donner des idées aux personnes qui participent à ce webinaire. Donc, pour conclure, quelques messages clés. Être parent tout en gérant son diabète, bah, c'est exigeant au quotidien. Votre santé mentale est importante. Rechercher du soutien, c'est important de s'appuyer sur son réseau de soutien. Faites de prendre soin de vous une priorité. Prendre un peu de temps chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes pour faire une pause, ça peut faire une grande différence. Et pour conclure encore, un petit mot sur nous. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce dans l'infolettre ou
Better du projet. En fait, nos recherches sont centrées sur la promotion de la santé mentale auprès de personnes vivant avec des maladies chroniques et particulièrement pendant la période de transition vers la parentalité. Bien que Dr Dacosta a pu observer dans son travail clinique les impacts sur la santé mentale de ces patients qui vivaient avec une maladie chronique pendant cette période de vie, elle a constaté qu'il n'existait pas beaucoup d'études sur le sujet, donc permettant d'identifier les défis uniques que les femmes et les personnes accouchantes rencontrent. Donc, ce qui a conduit à l'étude que nous menons actuellement, Mère en santé diabète. Et on remercie du fond du cœur le projet Better qui nous aide dans notre recrutement en partageant l'information auprès des personnes inscrites sur la liste. Donc, si jamais vous n'avez pas vu passer l'annonce et que ça vous intéresse de participer, il y a le code QR ici, puis je vais vous mettre le lien aussi du site d'information et de recrutement dans le. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia, pour cette présentation qui était très riche et beaucoup appréciée. Je pense que les personnes présentes avec nous aujourd'hui ont sans doute apprécié tout le côté pratico-pratique des stratégies que vous proposez pour, bah, c'est ça, pour trouver un équilibre dans tout ça. Effectivement, le début de la parentalité, c'est tout un tas de changements, même quand on ne vit pas avec le diabète de type 1. Alors, si on rajoute à ça la charge de la gestion du diabète de type 1 au quotidien, c'est certain que les stratégies peuvent être vraiment plus que bienvenues. Alors, je ne sais pas si on a des questions parmi les participants, mais n'hésitez pas à les poser dans le QR, même si ce n'est pas forcément des questions et que c'est plus comme, je ne sais pas, un témoignage de quelque chose que vous avez expérimenté. Euh, c'est ça, j'ai vu que tu as partagé le lien, Nadia, pour la recherche. Alors, n'hésitez pas aussi à aller vous impliquer, c'est vraiment important de prendre part à la recherche, surtout sur des aspects comme celui-ci qu'on connaît peu, sur lequel il y a peu de données. On a vraiment besoin de mettre des lumières là-dessus et que ce soit davantage adressé là. Euh, ouais. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vais attendre quand même encore un peu. J'en profite aussi pour dire que le prochain webinaire donc, aura lieu le mois prochain et qu'il portera sur la peur de l'hypoglycémie. Alors, toutes ces stratégies qu'on peut des fois mettre en place par peur de l'hypo et c'est ça, on va en donner un peu plus d'infos. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique et aussi des études en cours là-dessus. Alors, je vois une question qui dit, je trouve beaucoup plus dur de mettre mon insuline avant les repas parce que quand je le fais, souvent mes filles vont pleurer, je finis par pas manger et tomber en hypo. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus d'imprévus, effectivement, quand on a les enfants, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Alors, est-ce que Nadia ou Déborah, auriez-vous peut-être quelque chose à suggérer pour ça? Nadia, I'm not sure I understood the question. Oh, you want to translate the question? She said that it's much harder to inject her insulin before a meal because when she does it, her girls start to cry and she ends up not eating and being in hypoglycemia. If you have any ideas to It's challenging, of course, but you know, if there's a family member or a partner around, of course, this is not something that can happen all the time, but at least to alleviate some of the times, that might be a helpful strategy. Oui, docteur Dacosta dit que si jamais, c'est sûr que c'est pas facile et que si vous avez quelqu'un qui est là avec vous, votre partenaire ou quelqu'un de la famille qui peut vous aider à ce moment-là, ça pourrait vous aider. C'est là où on n'a pas le choix que de faire avec les autres personnes. Ouais, Et merci. ça c'est aussi une autre chose où je me dis que les groupes de soutien peuvent être aidants. Parce que là, vous pouvez avoir des idées vraiment spécifiques de d'autres mamans qui se sont retrouvées dans la même situation et qui ont trouvé des choses à faire.
Exact, ouais, c'est ça. Puis sinon, peut-être de le donner vraiment, vraiment juste avant de manger, parce que c'est vrai qu'on suggère souvent de le faire comme 10-15 minutes avant le début du Mm. repas. Mais là, effectivement, en 10-15 minutes, il peut se passer il peut s'en passer des choses. Alors, il y a des fois des insulines comme la Fiasp, qui peuvent être des insulines qu'on peut donner vraiment juste avant le début du repas. Peut-être que ça peut être aussi à discuter avec l'équipe de soins et de trouver des stratégies Ah oui. si vraiment c'est trop fréquent. Alors, voilà, Ben, merci. merci pour votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pense qu'on va pouvoir clore la présentation d'aujourd'hui. Merci. Ah, ok, je vois un merci. Ce n'est pas une question. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Comme je disais, toutes les présentations sont enregistrées et mises en ligne sur le site. Donc, quand vous vous êtes inscrit au registre, vous avez dû recevoir le mot de passe pour accéder aux rediffusions. Si jamais, évidemment, vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de le redonner. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été là pour faire cette présentation et offrir la version française de la présentation du docteur Deborah Dacosta. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée. Ça fait très plaisir. Merci pour Thank l'invitation. you. Merci. Bonne journée. Bye.